écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Si ce podcast vous plaît, merci de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode. Depuis les années 1960, la prévalence des maladies dites atopiques comme les allergies au pollen, à certains aliments, l'asthme ou encore l'eczéma a doublé tous les 10 ans dans les pays industrialisés. Il y a 50 ans, 5% de leur population en souffrait contre 35% aujourd'hui. Les raisons de cette augmentation spectaculaire ont longtemps constitué une énigme qui a été résolue par les scientifiques après un véritable travail de détective. La réalisatrice Marie-Monique Robin a interrogé une vingtaine de chercheurs de premier plan, allergologues, pédiatres, immunologues, biologistes, écologues, en Europe, en Afrique et en Asie, dont les travaux démontrent l'importance de la biodiversité végétale, animale et microbienne pour notre santé, pour la santé publique. Vous pourrez découvrir cette enquête passionnante dans le documentaire de Marie-Monique Robin, Vive les microbes, qui sera diffusé mardi 8 octobre 2024 à 20h55 sur Arte et en replay sur le site arte.tv jusqu'au 5 janvier 2025. Pour accompagner le documentaire, un livre de 220 pages, Vive les microbes, comment les microbiomes protègent la santé planétaire, de Marie-Monique Robin, vient aussi tout juste d'être publié chez Arte Éditions et les éditions La Découverte. Pour nous en parler, je reçois donc Marie-Monique Robin, journaliste, écrivaine et réalisatrice, qui a réalisé une quarantaine de films d'investigation et obtenu une trentaine de prix, dont le prix Albert Londres en 1995 et le prix norvégien Rachel Carson en 2009, entre autres. Bonjour Marie-Monique. Bonjour. Ravie de te recevoir à nouveau sur So Sweet Planet. Nous nous sommes rencontrés la dernière fois en 2021 pour la sortie du film La fabrique des pandémies. Nous nous étions rencontrés pour la sortie du livre. Passionnant, le film comme le livre. Et si je comprends bien, tu as continué à creuser le sillon. Quel lien y a-t-il entre ces deux films, ces deux enquêtes ? Mais en fait, Vive les microbes, c'est vraiment la suite de La fabrique des pandémies, ils sont indissociables. D'ailleurs, pour La fabrique des pandémies, j'avais d'abord écrit le livre, parce qu'on était en plein confinement, je pouvais pas voyager et du coup, dans le livre, j'avais déjà un chapitre sur les microbes, en fait, et je pensais même intégrer, ce sujet dans le film. Bon, finalement, j'y ai renoncé parce que sinon, La fabrique des pandémies aurait été beaucoup trop long. Oui. Déjà, ça fait, 1h50, 45, voilà, et c'est très bien parce que finalement, ça valait évidemment, heu, un film et un livre à part entière, et donc pour résumer, dans La fabrique des pandémies, on comprenait comment, la destruction de la biodiversité dans les zones tropicales contribue à l'émergence de nouveaux virus. Ça, c'était la première partie, et maintenant dans Vive les microbes, on comprend comment, l'absence de biodiversité dans nos milieux de vie, et notamment dans les villes, fait le lit des maladies chroniques d'origine inflammatoire, en appauvrissant notre microbiote intestinal et en affaiblissant notre système immunitaire, et la boucle est bouclée parce que non seulement ça fait le lit des maladies chroniques, comme tu l'as dit, asthme, allergie, mais on peut ajouter maladie de Crohn, diabète, c'est tout ce qu'on découvre en fait dans cette nouvelle On enquête, va en n'est-ce pas? parler, oui. Mais ça nous rend aussi plus vulnérables aux virus qui peuvent partir des forêts tropicales. Donc on voit vraiment comment la biodiversité, c'est le pilier véritablement de la santé, et absolument indispensable, heu et comme je dis parfois avec un petit peu d'autodérision, la biodiversité, ce n'est pas un supplément d'âme pour bobo écolo à vélo. Véritablement, c'est le pilier de la santé. Et donc, ces scientifiques que tu rencontres, j'aimerais que tu nous précises, avant qu'on parle plus du film, comment tu les choisis? Ce qui les rend crédibles? Parce qu'on l'a vu dans tes précédents films, certains scientifiques peuvent être plus crédibles que d'autres. Donc toi, tu choisis des scientifiques, indépendants. Ah oui, bah, moi, de toute façon, moi, j'ai toujours eu des scientifiques dont je suis, sûre, donc c'est du travail de recherche c'est-à-dire sûr, je veux dire par là que, ils sont experts dans leur domaine, véritablement reconnus. Ils ont beaucoup publié dans des revues, très importantes, quoi, des revues, scientifiques, et ils sont indépendants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils œuvrent véritablement pour l'intérêt général.
C'est ça le ils veulent trouver des solutions aux problèmes que rencontrent leurs concitoyens et c'est vraiment ce qui s'est passé, par exemple, avec, Tari Atela, qui est un chercheur, allergologue finlandais, qui dans les années 80 se rend compte qu'il y a de plus en plus d'enfants qui souffrent d'asthme et d'allergies. Il s'est dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, hein?» Il va faire comme beaucoup d'autres, au même moment en Europe. Il va d'abord penser d'ailleurs que c'est la pollution des villes, atmosphérique, qui est à l'origine de cette, explosion, ce qui est faux. Oui. C'est un facteur exacerbant, mais ce n'est pas la cause de l'explosion de ces maladies et il va essayer de vraiment comme un détective, de comprendre, pourquoi et au même moment, une Allemande, Erika von Mutius, en Bavière, à Munich, fait la même constat. Elle, elle est pédiatre, spécialisée en allergologie et de la même manière, elle voit de plus en plus dans son cabinet des enfants qui souffrent d'asthme et d'allergie et elle aussi, elle va se dire: «C'est la pollution des villes» et elle va se rendre compte d'ailleurs, cette anecdote est assez amusante parce que finalement, comme elle est à Munich, elle se dit: «C'est la pollution des villes», donc quand le mur de Berlin tombe en 1989, elle se dit: «Eh ben, c'est l'occasion de vérifier cette hypothèse parce que je vais pouvoir travailler avec des chercheurs d'Allemagne de l'Est Mmh. et dont les villes étaient réputées pour être très polluées». Parce qu'il y avait des usines dans les villes et puis on utilisait beaucoup de charbon pour se chauffer. Alors elle se dit: «Super, on va pouvoir vraiment confirmer l'hypothèse». Elle fait une étude avec des chercheurs de Leipzig et en fait, 0. Il y a pas d'asthme, ou quasiment pas d'asthme et d'allergie à Leipzig, contrairement à Munich et elle s'est dit donc c'est pas la pollution et là, la première hypothèse qu'elle va avancer, c'est que, en Allemagne de l'Est, les femmes travaillaient toutes et donc les enfants allaient dans les crèches et du coup étaient confrontés à plein de microbes dans la crèche et c'était une partie de l'explication d'ailleurs, c'est parce qu'en fait, ce qu'on va découvrir dans mon film et livre, c'est que pour que les enfants puissent vraiment développer un bon système immunitaire, il faut qu'ils soient confrontés à beaucoup de microbes dans la petite enfance. Alors, les microbes de la crèche, oui, Mmh. les microbes des familles nombreuses, oui, c'est ce qu'ils vont voilà, mais après, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, eh bien, ça marche plus, quoi? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment chacun de leur côté, Erika von Müthius en Allemagne, Tarja Atela en Finlande, pour ne parler que d'eux, ce sont vraiment des grands noms de l'allergologie, tous les 2, vont chacun de leur côté, en profitant de l'histoire d'ailleurs parce que c'est extraordinaire et bah, chacun de leur côté vont essayer de comprendre et ils vont finalement parvenir aux mêmes conclusions après 20, 30 ans d'études. Oui. Voilà. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Donc ces scientifiques que tu rencontres, au cours de ces enquêtes nous expliquent que pas mal des maladies, qui nous impactent aujourd'hui très largement et dont nous subissons, les conséquences, donc avec un sentiment d'impuissance, ont en fait des causes qui sont de plus en plus clairement identifiées et sur lesquelles, ça c'est la bonne nouvelle, nous pourrions avoir un pouvoir. Dans Vivent les microbes, il est rappelé donc, on l'a dit, que depuis les années 60, la fréquence des maladies dites atopiques comme les allergies au pollen, on en entend tellement parler, on a tous des gens autour de nous, qui sont allergiques au pollen. Donc ces fameuses allergies au pollen, mais aussi l'eczéma, les allergies alimentaires et aussi il y en a aussi de plus en plus. La fréquence de ces maladies a doublé donc tous les 10 ans, 5 seulement, on le rappelle, de la population en souffrait. Aujourd'hui, c'est plus de 30 donc une augmentation spectaculaire dans les pays industrialisés. Et par exemple, pour l'asthme, il n'y a pas de traitement. Dans ce documentaire, donc tu nous emmènes au Parlement européen, entre autres, parce que tu nous emmènes un peu partout, assister à un colloque sur l'asthme et les allergies, énorme enjeu de santé publique. Dans ce colloque sont réunis des scientifiques internationaux spécialistes des microbes qui ont mené des enquêtes pour identifier les causes de cette augmentation spectaculaire. Et là, nous en arrivons donc aux microbes, mais pas parce que les microbes seraient les responsables de ces maladies. Et c'est ça qui est intéressant et surprenant, puisqu'on les voit toujours comme quelque chose de négatif. Ils ont cette image négative, les microbes. Et là, en fait, bien au contraire, les microbes sont nos amis, sont les amis de la vie, en fait, soutiennent la vie, peuvent soutenir la vie, pas tous les microbes, mais une grande partie des microbes, visiblement. Oh ben plus qu'une grande partie parce que c'est 99 des microbes qui sont totalement indispensables à la vie et donc ce qu'on découvre finalement, c'est que, hem, pour qu'un enfant ait un bon système immunitaire, il faut qu'on parle des premiers 1000 jours de la vie, Oui, donc les 3 premières années en gros, y compris la grossesse de la maman, c'est ce qu'on oui, découvre oui. aussi. Eh bien, il faut qu'il soit confronté à énormément de microbes, pour, éduquer son système Mmh. immunitaire. Parce qu'en fait, cette confrontation à des microbes va faire que ça va activer alors, sans rentrer trop dans les détails, mais ce qu'on appelle l'immunité adaptative, parce qu'on a une immunité qui est innée, donc dont chacun dispose à sa naissance, Oui. et qui n'est pas très,
sélective, voilà, quand il y a un danger qui se présente, l'immunité innée se met en branle, voilà, sans trop faire de distinction. Puis justement, l'immunité adaptative va faire, elle, qu'elle va pouvoir cibler des molécules, si elles reviennent à la charge d'ailleurs. Et puis, du coup, plus elle est sollicitée, cette immunité adaptative, plus elle va pouvoir dire, oh, bah, un grain de pollen, c'est rien du tout, laisse passer, ne t'emballe pas pour ça. Enfin, vous voyez, c'est ça. Et en fait, plus il y a de confrontation avec des microbes, plus cette immunité adaptative va pouvoir s'affiner et s'adapter. Et pour ça, il faut plein de microbes dans l'environnement Oui, du bébé et déjà de la maman pendant sa grossesse. Et en fait, ce qu'on comprend, pour faire un résumé de ce qu'ils ont découvert, c'est que l'aseptisation des milieux de vie dans les villes, hein, parce que l'augmentation dont on parlait, elle a été observée d'abord dans les grandes villes des pays industrialisés. Elle arrive maintenant dans les grandes villes des pays du Sud, parce qu'ils ont malheureusement les urbains partout sur la planète ont le même mode de vie et le même environnement. Donc, trop d'urbanisation, trop d'aseptisation, trop de bétonisation, trop d'aliments transformés, pas assez d'animaux, pas assez de plantes, pas assez de contact avec la nature, trop d'antibiotiques aussi, ça je rentre plus en détail dans le livre là-dessus, c'est oui. très important. Et tout ça va faire que bah, les microbes disparaissent de l'environnement des enfants, aussi l'hyperhygiénisme, hein, l'obsession de l'hygiène, ça c'est dramatique aussi. Et, et du coup, les microbiotes intestinaux des bébés et des petits-enfants sont très pauvres, de plus en plus pauvres. Mais ça veut dire aussi que, eh bien, ils sont très peu confrontés à des microbes et que du coup, le système immunitaire n'a rien à faire. Il y a un scientifique finlandais qui m'avait donné cette image. Il dit, vous savez, c'est comme un adolescent qui n'a rien à faire, il s'ennuie, alors il commence à déconner. Donc, et ça veut dire quoi? Ben, le système immunitaire, au lieu d'apprendre à identifier à force d'être exposé à des agents pathogènes potentiellement dangereux, des vrais là, parce qu'il y en a, voilà, eh bien, il va se retourner contre un grain de pollen, une molécule de gluten, ou voir les propres cellules de la personne, parce que ça, c'est une maladie auto-immune, euh, et c'est pareil, l'origine, c'est la même chose, hein. Donc, voilà, mais pour mettre ces mécanismes euh, au jour, mais il a fallu que ces scientifiques fassent de longs travaux, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'ils sont tombés sur cette conclusion, hein, bien sûr. Et alors justement, quelques mots sur les études qui ont permis d'en arriver à ces conclusions. Par exemple, l'étude, tu en parlais de la pédiatre allemande Erika von Mutius. Cette étude qui lui permet d'affirmer, c'est vraiment la différence du modèle agricole qui explique la différence dans le taux d'asthme et d'allergie. Alors cette étude, elle a analysé l'évolution d'enfants depuis le ventre de la mère jusqu'à l'âge adulte, certains ayant grandi dans des fermes et d'autres en ville. En quoi elle a consisté cette étude? Bah, ça, c'est une étude absolument extraordinaire qui s'appelle l'étude PATURE, qui a été conduite dans 5 pays européens pendant une vingtaine d'années. Une étude longitudinale, alors ça veut dire que on suit eh bien, les gens, si j'ose dire, là en l'occurrence les mamans depuis le troisième trimestre de la grossesse et leurs bébés jusqu'à la majorité de l'enfant, donc on les suit voilà, en direct. Mmh. euh, en leur demandant de remplir des journaux hebdomadaires. C'est un énorme boulot pour les familles, hein. Qu'est-ce qu'il mange, quel bébé, est-ce qu'il a été en contact avec des vaches ou pas, qu'est-ce qu'il a fait, enfin, et après des prises de sang, des analyses de sel, des examens, des tests cutanés, des prick tests, voilà, un énorme travail. Donc 500 scientifiques mobilisés en Europe, 5 pays européens, et donc on a mobilisé 200 familles dans chaque pays européen qui vivent dans des environnements ruraux. Bon, en l'occurrence, pour la France, c'était la Franche-Comté, l'Allemagne, c'était la Bavière. Donc vraiment des environnements ruraux. C'est-à-dire, on n'a pas comparé des urbains avec les gens de la campagne, on a pris des ruraux. 100 familles qui sont nées dans des, alors qui sont nées et qui grandissent dans des fermes laitières traditionnelles. Donc traditionnelles, ça veut dire que les vaches mangent de l'herbe et du foin. Ce qui est évidemment le cas en Franche-Comté, parce que pour pouvoir faire du comté, il y a un cahier des charges qui fait que les vaches elles doivent les paître dans les prairies, enfin voilà, manger du foin. Et 100 familles qui sont nées dans les mêmes communes rurales, mais qui ne sont pas nées dans une ferme. Voilà. Ils ne pratiquent pas d'activité agricole. Donc c'est très important parce qu'en fait, à un moment, pour reprendre toutes ces réflexions qu'ont fait ces scientifiques pour dire mais qu'est-ce qui se passe? D'abord, ils sont nés, c'est la pollution des villes, je l'ai dit, c'est pas ça. Et puis, fil en aiguille, ils vont se rendre compte que des données arrivent d'un peu partout, comme quoi les enfants qui ont grandi dans des fermes traditionnelles, euh, hein, c'est-à-dire vraiment où les enfants en contact avec les animaux, etc., n'ont pas d'asthme ni d'allergie, donc ils vont commencer à se dire ah, c'est intéressant, ils vont comparer les urbains avec ces enfants de ces fermes, et puis là ils se sont dit non,
Il y a une différence évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'asthme dans les villes, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de comparer à un environnement rural, et pour vraiment identifier ce qu'on appelle l'effet de la ferme, donc précisément identifier cet effet-là, comparer donc les enfants qui naissent dans des fermes traditionnelles avec les enfants qui naissent dans le même environnement rural, mais pas dans la ferme, vous voyez, comme on retrouve dans des communes de moins de 5000 habitants, en Franche-Comté par exemple. Et donc ça a été absolument spectaculaire parce qu'en fait, ils se sont rendus compte, et dans les 5 pays, c'est la même conclusion. Donc il y a véritablement ce qu'on appelle un effet de la ferme. L'effet de la ferme, c'est que, pour faire simple, ben, les enfants qui sont nés dans ces fermes et qui sont en contact régulier avec les vaches dans l'étable, vraiment, ils vont dans l'étable, et cetera, qui consomment du lait cru, y compris des yaourts et fromages au lait cru, y compris pendant la petite enfance et d'ailleurs y compris pendant la grossesse de la maman. C'est tout à fait le contraire de ce qu'on nous dit, hein. C'est assez surprenant. Eh bien, ces enfants n'ont pas d'asthme ni d'allergie et ils sont allés très loin, hein, dans essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont par exemple prélevé des poussières sur les matelas des enfants. Comparer les enfants fermiers, comme ils disent, et non fermiers, hein. Donc, vous voyez le truc, avec un aspirateur adapté, on aspire la poussière des matelas. Et là, ils ont constaté que chez les enfants fermiers, il y a énormément de bactéries que les enfants ont ramené des tables parce qu'elles sont mises dans les cheveux. Enfin, voilà. Et donc, comme me dit Erika von Mutius, ce matelas est un très bon réservoir de microbes. Et ils se sont rendus compte donc qu'il y avait une énorme diversité microbienne, notamment sur le matelas des enfants fermiers, euh, et que cette diversité microbienne à laquelle étaient exposés les petits enfants fermiers, eh bien, stimulait leur système immunitaire, évidemment enrichissait leur microbiote intestinal, et c'est ça qui les mettait à l'abri des excès inflammatoires. Et c'est absolument vérifié. Pature est une très grosse étude, plus de 60 publications, etc. Mais d'autres études, par exemple aux États-Unis avec les Amish, Oui. ce qui est assez étonnant, parce qu'ils se sont dit, c'est pareil, c'est Erika von Mutius qui, lors d'un colloque international sur l'allergie, il rencontre un collègue américain qui lui dit: «Ah, j'ai un truc à te dire, ma femme est hématologue, alors elle fait des consultations gratuites dans une communauté amish pas loin de chez nous», parce que les Amish, vous savez, ils ont émigré de Suisse et du Jura il y a 2 siècles, en raison de persécutions religieuses, et ils continuent de vivre comme il y a 2 siècles, hein, donc pas d'électricité, enfin, etc. Et très peu d'argent. Alors du coup, pas d'argent pour les médecins. Donc cette femme, elle rend des services en faisant une consultation d'hématologie, parce qu'il y avait des problèmes de consanguinité, d'ailleurs, c'est intéressant. Et lui, il dit: «Oh, moi, je suis allergologue, je vais faire pareil, je vais leur dire une fois par mois, je viens, allez, si vous avez de l'asthme, venez me voir.» Personne vient. Et il dit ça à Erika von Metius, l'allemande, qui lui dit: «C'est intéressant, il faudrait faire une étude.» Donc ils font une très grosse étude avec les Amish, et ils se rendent compte que, ben voilà, les Amish, il y a plein d'agents allergènes dans leur maison, partout, mais ils n'ont pas d'allergie, ils n'ont pas d'asthme, enfin. Puis après, ils se disent: «C'est quand même surprenant.» Alors, ils ont l'idée de comparer avec une autre communauté germanophone qui a aussi émigré d'Europe à peu près à la même époque, pour les mêmes raisons, aux États-Unis et au Canada, qui s'appelle les Utérites. Un pareil très conservateur avec, mais la différence entre les Utérites et les Amish, c'est que les Utérites pratiquent une agriculture industrielle. Et vraiment, vous voyez les images dans le film, c'est 500 cochons, 20 000 poulets. Donc évidemment, dans ces installations, ces méga fermes, les enfants n'ont pas de contact avec les animaux. Ils sont nourris, les vaches, avec du soja, du maïs, pas d'herbe, enfin, etc. Et là, eh ben, ça ne marche pas. Les enfants utérites et les utérites ont autant d'asthme que le reste de la population américaine. Et donc, on voit bien que c'est le modèle agricole. C'est pas le fait de vivre à la campagne qui protège. Alors évidemment, ça protège un peu plus que de vivre en ville, mais euh, la protection maximale, elle vient plutôt, enfin, elle vient des fermes traditionnelles, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'animaux divers et variés, des plantes, des arbres, où les enfants vivent, c'est un mode de vie en fait, vivent dans cet environnement très naturel, et du coup, bah, vont dans la salle de traite, vous voyez, ce qui n'est pas le cas quand vous avez une énorme ferme de 1000 vaches, Oui. il n'y a pas d'enfants qui vont traîner par là-bas, d'ailleurs, ça c'est sûr. Donc voilà, et donc c'est ce qu'on appelle l'effet de la ferme. C'est absolument extraordinaire. Donc ça, c'est ce qu'a développé Erika Fomiutus, et j'allais dire toute son école, entre guillemets, hein, parce qu'au même moment, en Finlande, un autre allergologue, mais absolument extraordinaire aussi, lui a développé ce qu'on appelle l'hypothèse de la biodiversité, qui est tout à fait complémentaire de l'effet de la ferme. Et lui, c'est un petit peu la même histoire. Tari Atela? Oui, Tari Atela. Et lui, donc, il est en Finlande. euh, il se rend compte qu'il y a de plus en plus d'allergies et d'asthme chez ses compatriotes.
Et bon, je résume très rapidement, au moment de la chute de l'Union soviétique, hein, je rappelle que la Finlande a une frontière commune très très longue, des milliers de kilomètres avec la Russie, enfin l'ex-Union Mmh. soviétique. Et quand l'URSS tombe, 1991, il se rend compte que de l'autre côté de la frontière, dans ce qu'on appelle la République de Carélie, il n'y a pas d'asthme, il n'y a pas d'allergie. Il apprend ça. Et c'est intéressant cette histoire parce qu'en fait, c'est un très très bon terrain d'étude pour un chercheur, parce que la Finlande, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour plein de raisons, enfin, que je n'évoquerai pas là, a dû céder une partie de sa région, de la Carélie du Nord, à l'Union soviétique, qui l'a donc intégrée dans sa République de Carélie. D'un côté, il y a la Carélie du Nord amputée de la Finlande, et de l'autre, la République soviétique de Carélie. Et au milieu de tout ça, évidemment, le rideau de fer. Et donc, très intéressant, parce que donc, pendant plus de 50 ans, cette population qui parle la même langue, qui a les mêmes gènes, parce que quand il y a eu évidemment la séparation, et il y a 300 000 enfin, personnes finlandais, hein, qui ont quitté la partie soviétique pour rejoindre, enfin, de gros déplacements de population, On etc. voit des images d'archives d'ailleurs dans le film. Mmh. Ouais, ouais, c'est ça. On connaît pas trop cette histoire, hein, c'est une histoire assez, voilà. Et donc, ils ont le même patrimoine génétique, ils ont, enfin, les mêmes habitudes, le même environnement. Sauf que, ben voilà, en 50 ans, d'un côté, il n'y a pas d'asthme, il n'y a pas d'allergie, côté russe, et de l'autre côté, explosion de l'asthme et des allergies. Et donc, là, Tari Atella, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pareil, il va monter une équipe incroyable, binationale, ils vont faire tout ce qu'il faut, ils vont prélever le sang, les selles, etc., faire des tests cutanés, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils vivent. Dans Et la l'eau et les conclusion, poussières aussi? l'eau des cantines, des cantines des deux côtés. Alors, côté russe, il y a plein de bactéries dans l'eau. Et ils se disent, waouh, il y a plein de bactéries dans l'eau. Bah, il dit oui, mais en fait, les bactéries dans l'eau, bah, c'était très bon pour stimuler le système immunitaire, justement. Alors, s'il y a trop de bactéries pathogènes dans l'eau, c'est pas bon. Mais en avoir un peu, ben, quand on est tout petit, en fait, le système immunitaire, il apprend à se défendre. Et ça va faire que ça le stimule. Oui, Et c'est clairement dit, ils disent que voilà, quand il y a trop d'eau de javel, qu'il n'y a plus rien, ben, c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que l'eau de javel aussi tue les le chlore, heu, les bonnes oui, bactéries oui. de l'intestin Mmh. en plus. Enfin voilà, donc ils vont faire toute une série d'études, ils vont se rendre compte que du côté russe, les enfants par exemple, les adolescents, ils ont beaucoup plus de familles de bactéries sur la peau, hein, Oui, beaucoup plus riches et variées parce qu'ils sont dans l'environnement du côté russe. On a gardé un type d'exploitation agricole comme on avait en France ou en Finlande avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire des petites fermes en polyculture élevage, avec beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de forêts évidemment là-bas, heu les vaches qui sont dehors, moi j'ai des photos qu'ont rapportées les scientifiques, voilà, elles ne sont pas parquées, vous voyez, oui. mélangées avec les poules, les chiens, les chats, pas d'obsession de l'hygiène, voilà, on mange ce qu'on produit, donc pas d'alimentation aseptisée, enfin et cetera. Et c'est ça qui va faire que, très clairement, les données sont spectaculaires. Terry Atella me montre une courbe où on voit clairement qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, la courbe de l'asthme, des allergies, des maladies inflammatoires ne cesse d'augmenter à très grande vitesse côté finlandais, quoi. Et c'est ce qui va appeler, alors plus ils avancent, plus ils se disent, qu'est-ce que c'est que la clé? Et en fait, au début, moi je les ai laissés dire, ils pensaient qu'ils se trompaient, quoi. Ils disaient, c'est pas possible, enfin, pas possible. Et puis finalement, ils se disent, bah, c'est les microbes. Ce sont les microbes qui ont disparu côté finlandais, voilà, et en revanche sont beaucoup plus divers du côté russe. Oui, Et il va donc développer ce qu'on appelle l'hypothèse de la biodiversité, qui est maintenant fait partie de la déclaration de consensus de l'Organisation mondiale de l'allergie. En fait, ils le disent clairement. Ils ont repris le concept de Tari Atella en disant que bah, c'est l'hypothèse de la biodiversité qui explique l'explosion des maladies d'origine inflammatoire comme l'asthme et les allergies. oui. C'est vraiment passionnant, hein. Donc là, on donne des éléments, mais dans le film, on voit, puisque tu vas rencontrer ces personnes sur leurs, différents, terrains, sur là où ils travaillent, là où ils ont réalisé leurs études. On retrouve, en fait, dans Vivre les microbes, donc des scientifiques qu'on a découvert, enfin, pour des gens comme moi qui ne les connaissaient pas, dans ton précédent film, dans La fabrique des pandémies, comme le virologue Gaël Maganga au Gabon, l'écologue Serge Morand en Thaïlande. Est-ce que, il y a une suite encore de prévue? Tu vas les revoir régulièrement, pour, développer, ou, c'est le sujet est clos, Ah non, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'étais allée voir Serge Morand en Thaïlande pour la fabrique des pandémies ou Gaël Maganga au Mmh Gabon, mh. comme je pensais au départ
inclure cette histoire des Ah microbes oui, dans mon film, j'avais tourné des séquences d'accord. que je n'avais pas montées. Parce que déjà, dans mon livre «La fabrique des pandémies», une scientifique que j'ai donc interviewée aussi, qui est dans le film, Vive les microbes, qui est une parasitologue, de Hollande, spécialiste des vers intestinaux. Hem, alors ça, c'est aussi une chose extrêmement intéressante, hein, parce qu'on découvre que, heu, la protection est apportée par les microbes de l'environnement dans la toute petite enfance, mais aussi par les vers intestinaux. Ce qui fait que déparasiter systématiquement les petits enfants quand ils ont des oxyures, c'est pas forcément une bonne chose. Voilà, et c'est assez étonnant, le mécanisme très bien décrit par les scientifiques, hein, qui fait que, heu, les humains, comme les primates, nos cousins primates, ont toujours été parasités par des vers intestinaux depuis la nuit des temps, si j'ose dire. Et en fait, ce compagnonnage, c'est absolument incroyable, va faire que les vers intestinaux ont développé une stratégie pour éviter d'être expulsés, et ils fabriquent une molécule qui va faire que, ça bloque les mécanismes de l'inflammation, et notamment, l'action de ce qu'on appelle les TH2, c'est absolument extraordinaire. Et donc pour ne pas être expulsés, ils vont bloquer cette action des TH2 qui sont justement là pour faire en sorte qu'on expulse, le ver. Et ces TH2 sont liés au mécanisme des excès inflammatoires. Donc en fait, quand on a bloqué quand ce mécanisme est bloqué, il n'y a pas de problème d'asthme et d'allergie parce qu'il y a pas de surchauffe. Donc c'est absolument incroyable. Et donc déjà, Maria Jagdonk-Bach, c'est son nom, avait attiré mon attention sur le fait, c'était déjà en août, enfin c'était pendant le printemps et le début de l'été 2020, donc tu vois, c'était il y a 4 ans. La vie, c'est bizarre, hein. On était en pleine pandémie, partout dans les pays occidentaux, c'est la panique, les hôpitaux sont débordés et tout. Et moi, elle dit, je travaille beaucoup avec les Africains, j'ai d'excellents collègues au Gabon, au Sénégal, et ils me disent, nous, on ferme des lits, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, elle publie un premier article dans Science avec l'hypothèse de la biodiversité en disant, apparemment, le SARS-CoV-2 ne fait pas de la catastrophe qu'on avait annoncée d'ailleurs en Afrique. Et l'une des hypothèses, c'est l'hypothèse de la biodiversité. Évidemment, 4 ans après, tout ça est largement Mmh. confirmé. C'est pourquoi j'avais déjà posé des questions aussi au Gabon, à Gaël Maganga là-dessus, et à Serge Morand, en Thaïlande. Et donc ces deux séquences que je n'avais pas montées dans la fabrique des pandémies, j'ai pu évidemment les mettre dans Vie des microbes, et ils concluent tous la même chose, c'est-à-dire que dans les zones rurales africaines et asiatiques, il n'y a pas eu de mort de la Covid, très peu, enfin voilà. Euh, et en fait, ils ont même constaté que les villageois ont des anticorps, donc ont été contaminés, mais ont été largement asymptomatiques. Et donc, ils ont été protégés par le fait justement d'être cette hypothèse de la biodiversité, c'est-à-dire d'avoir, enfin, le fait que dès leur petite enfance, ils soient confrontés à toute une série de microbes de l'environnement, y compris des coronavirus, parce qu'ils ont constaté, comme au Gabon, que les chauves-souris avaient certains coronavirus qui ne sont pas exactement le même que le SARS-CoV-2, mais qui font quand même que si les humains rentrent en contact avec ces coronavirus, ou les animaux domestiques et ensuite les humains, ça va développer ce qu'ils appellent une immunité croisée, une première immunité par rapport au coronavirus. Puis après, très bon système immunitaire grâce à, à toute la biodiversité microbienne qu'il y a dans l'environnement des villages ruraux africains, évidemment, parce que on mange ce qu'on produit, c'est pas aseptisé, les animaux divaguent dans les villages, ils sont pas parqués, on laisse les enfants marcher pieds nus, on les lave pas 3 fois par jour, on désinfecte pas tout, et cetera, et cetera. Et donc, la conclusion, c'est quand même assez étonnant, c'est qu'en fait, cette biodiversité, non seulement elle protège des maladies chroniques inflammatoires, mais celles-ci font aussi le lit, en fait, des formes graves de maladies infectieuses. Et on le voit clairement avec l'exemple de l'obésité, Oui. parce qu'aujourd'hui, on peut dire que le facteur principal de comorbidité, c'est l'obésité, dont on découvre dans Vivre les microbes que c'est aussi une maladie d'origine inflammatoire. Donc il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, hein, les perturbateurs endocriniens par exemple, j'en ai longuement parlé dans un autre film et livre, Notre poison quotidien. Mais maintenant, on sait que les personnes en état d'obésité, elles ont souvent une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un intestin très pauvre d'un point de vue microbien, qui va donc créer un état inflammatoire chronique qui les rend beaucoup plus vulnérables à l'effet des virus, comme la grippe, c'est ce qu'on découvre dans le film, avec un chercheur de l'Institut Pasteur, qui a montré ça pour la grippe, c'est-à-dire que les personnes en état d'obésité, comme elles ont cet état inflammatoire chronique dû à leur dysbiose intestinale, quand un virus arrive, ils n'arrivent pas à lutter contre ce virus qui, du coup,
s'implantent, se multiplient, mutent dans le propre corps des personnes obèses. C'est absolument impressionnant, hein. Et du coup, elles en meurent beaucoup plus. Les personnes en état d'obésité ont beaucoup plus de risques de mourir d'une grippe et de la Covid, parce que c'est aussi un virus à ARN, même mécanisme. Donc on comprend mieux aujourd'hui, vous voyez, comment finalement, euh, eh ben, dans l'histoire du SARS-CoV-2, bon, moi j'ai, dans mon livre, la version poche de mon livre, j'ai été arrivé à la conclusion dans la postface que certainement que ce virus s'est échappé d'un laboratoire à Wuhan en Chine, hein, mais ça ne change rien à toute la démonstration qui a été faite, hein. On a fait des laboratoires P4 en Chine justement parce qu'on avait peur des virus de chauve-souris qu'on faisait émerger à force de détruire les forêts. Enfin, voilà. Donc on comprend que quand on détruit la biodiversité dans les zones tropicales où il y a beaucoup de virus et de bactéries, etc., parce qu'il y a une grande diversité animale, végétale et microbienne, ce sont des hotspots de biodiversité, enfin voilà, eh bien, en détruisant cet équilibre des forêts tropicales, on peut faire sortir, émerger de nouveaux virus qui vont prendre l'avion, pour faire simple, et qui vont se répandre sur tout le monde. Mais quand on n'a plus, à force donc de détruire les microbes de notre environnement, qu'on n'en a plus assez dans notre intestin, en raison de tout ce que j'ai expliqué avant, eh bien, on est aussi plus vulnérable à ces nouveaux virus infectieux, hein, qui peuvent arriver. Voilà. Et donc, vous voyez comment la biodiversité elle est absolument centrale dans la santé. Et ça, c'est absolument magique, quoi. Vraiment, de comprendre ça. Ça donne une clé à beaucoup de choses. Je le vois d'ailleurs parce que la fabrique des pandémies, comme tu le sais sans doute, on a toujours là, un site qu'on a développé Oui, avec je l'éducation voulais en nationale. parler parce que je l'ai re-regardé là en préparant l'interview et il est extraordinaire, il est super bien fait, il est super agréable. C'est très agréable de naviguer dessus et d'aller explorer il y a des ressources, des infos, des Voilà. Et donc là, on va rajouter 7 vidéos liées à Vive les ah, microbes. Parce que ça, oui, voilà, un nouveau chapitre avec deux nouvelles vidéos, pareil, libre d'accès, donc dédié aux enseignants, voilà, tous ceux qui veulent voilà, en savoir un peu plus autrement, enfin voilà. Et moi j'avais, donc du coup j'ai été invité dans beaucoup de lycées pour la fabrique des pandémies, où les enseignants emmenaient les jeunes voir le film et ensuite travailler sur le site internet. Et je me suis retrouvé comme ça en juin 2023 dans un lycée en Vendée à Montaigu, 200 élèves de première, et qui, à la fin de l'échange, me disent: «Sur quoi vous travaillez, madame?» Alors je dis: «Bah, sur les microbes». Et ils me disent: «Ah bon? Pourquoi les microbes?» Et je leur dis: «Écoutez, on va faire un test, vous êtes 200, levez la main ceux qui connaissent quelqu'un qui a de l'asthme ou des allergies». Et je dis: «J'ajoute pas la maladie de Crohn, asthme et allergie». Là, 80% des élèves lèvent la main. c'est le début de ton Les livre. enseignants Oui, c'est ça, et les enseignants étaient très surpris, et je leur ai dit: «Vous voyez, quand j'avais 16 ans, moi, votre âge, hein, on aurait fait ça, peut-être un élève aurait levé la main, qui avait du rhume des foins». Donc ils m'ont dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Mais j'ai dit: «Voilà, ce qui s'est passé, c'est ce que vous allez découvrir dans ce film». Et donc ça touche beaucoup les gens évidemment, parce que toutes les familles, il y a pas une famille qui n'est pas concernée, hein, par ces maladies d'origine inflammatoire. Et donc là, franchement, on comprend vraiment, heu, les mécanismes à l'œuvre. Ce qui est extraordinaire aussi, et que j'ai découvert moi, c'est tout cet énorme, champ de recherche qui s'ouvre à travers, donc eh bien le Oui, microbiote, les microbiomes en oui, général, c'est-à-dire, grâce à de nouveaux outils en plus, comme la métagénomique, et cetera, on peut maintenant véritablement identifier plein de bactéries dont on ignorait même l'existence, parce que voilà, et on découvre que c'est extraordinaire, quoi, que toutes ces bactéries, on en a 100 000 milliards dans l'intestin, hein, c'est pas rien. Eh bien, toutes ces bactéries, elles jouent des rôles absolument indispensables à la vie, mais ça va au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Non seulement elles nous aident à digérer les aliments, bon, ça on le sait en général, hein, mais elles jouent un rôle pour toutes les fonctions vitales de l'organisme. Alors, le système immunitaire, ça, mais aussi le c'est cerveau. ça, l'axe, intestin-cerveau. Donc là, dans le film, on le voit, il y a toute cette histoire de cet axe chez les prématurés, et aussi pour, beaucoup de maladies, dégénératives et Alzheimer et tout ça. De plus en plus, le lien intestin, cerveau lié à cette bonne santé ou non de notre microbiote est de plus en plus mis en avant et j'espère, pour avoir des proches qui sont concernés, que ce sera trop tard, pour eux, mais qu'on va vraiment creuser, cette question parce Ah que mais apparemment on a déjà les preuves de ces liens-là, par ah non, tout ce ça travail que ah non, mais c'est un énorme travail de moi. mmh, Moi, je l'aborde donc à la fin du film, plus de détails dans le livre là-dessus, mais on sait aujourd'hui que donc il y a certaines communautés de bactéries dans notre intestin qui fabriquent des molécules qu'on appelle des acides gras à chaîne oui, courte, hein, bon bref, et qui vont permettre d'envoyer des messages au cerveau,
Et en fait, on sait que dans l'intestin, il y a plus de neurones que dans le cerveau, déjà. Donc il y a un axe intestin-cerveau, c'est une communication directe entre les bactéries de l'intestin et l'activité du cerveau, et que si ces bactéries ne sont pas dans l'intestin, eh ben, les messages ne vont pas au cerveau, et donc il y a toute une série de maladies, Alzheimer, Parkinson, mais même, moi j'ai interviewé une chercheuse américaine qui travaille sur l'autisme aux États-Unis, et qui dit c'est fascinant, on a établi un lien entre cette dysbiose intestinale, c'est-à-dire ces intestins ratatinés, comme je dis, pour être un peu, c'est-à-dire qu'il y a presque rien, Oui. très peu de diversité microbienne, des mamans pendant la grossesse, et l'émergence euh, d'un syndrome autistique. Donc voilà, c'est absolument inouï, quoi. Et donc on voit aussi dans le film qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, hein, Oui, c'est pour, ça. Mmh. voilà, c'est par exemple revégétaliser les cours de récréation. Oui. Euh, Mmh. on le voit dans le film, mais il y a une étude très intéressante faite en Finlande, hein, où ils ont cassé le béton des cours de récréation de crèche, comparé à des cours où on n'a pas cassé le béton. Et donc, dans celles où on est intervenu, on a mis des arbres, des bacs avec de la terre, des vers de terre, des arbustes. Enfin, les enfants jouent dans la terre. Enfin, oui. Eh bien, en un mois, on enrichit le microbiote intestinal des enfants parce que leur microbiote est encore très, très plastique à cet âge-là, hein. Et on corrige donc et on améliore, on va dire, les paramètres de Oui. l'immunité. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, on voit aussi que des études sont faites en Finlande, par exemple, qui est l'un des pays pionniers pour les écoles en forêt. On commence à avoir du recul. Ben, les enfants qui font toute leur scolarité dehors ont beaucoup moins de problèmes, n'ont pas d'asthme, n'ont pas d'allergie, ont des intestins beaucoup plus riches et sont à l'abri de toutes ces maladies chroniques et plus résistants du coup au virus aussi. Et donc tout ça, c'est très très bien expliqué par les scientifiques. Oui. Alors il est temps, hein, il est temps vraiment qu'on prenne conscience de tout ça parce qu'on voit bien que les efforts, par rapport à végétaliser, par exemple, les cours de récréation, c'est ça commence, mais c'est pas, bon, moi, je suis à Tours, là où on a un maire, écologiste qui, je vois, fait tout un travail là-dessus et c'est concret. Il y a déjà des cours, de récréation, qui, ont été revégétalisés, donc super. Mais on voit aussi qu'il y a plein de gens qui comprennent pas, qui trouvent pas que c'est une bonne idée parce qu'ils ne savent pas, l'importance pour leurs enfants, pour la santé de leurs enfants de ça. Donc on voit bien qu'il y a quand même tout un travail, d'éducation et puis alors il y a plein de villes où ça se fait carrément pas du tout pour l'instant. Donc on voit l'importance d'un documentaire comme ça, du livre qui, si j'ai pas encore eu le temps de le lire, entièrement, mais que j'ai survolé, j'ai lu quelques chapitres, je voulais préciser parce que quelquefois on peut se dire un livre, scientifique avec des scientifiques, tout ça, ça peut être un peu rébarbatif. C'est comme le livre sur la fabrique des pandémies, passionnant parce que c'est sous forme de dialogue beaucoup et il y a de l'humour aussi et on voit ton cheminement, tes interrogations, tes étonnements, tu te mets même un peu, je pense, à notre place, par rapport aux étonnements, de certaines, réflexions des scientifiques, bon, c'est vraiment, super. Alors quelques mots aussi parce que tu transmets, différentes expériences qui attestent par différents angles, en fait, des bienfaits du contact avec une riche, biodiversité pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Par exemple, la sylvothérapie, les bains de forêt. Alors certains se sont un peu, moqués de l'effet de mode, de faire des câlins aux arbres, mais au Japon, où cette pratique a vu le jour, dans sa forme actuelle de sylvothérapie, ces vertus donc thérapeutiques ont été prises très au sérieux et étudiées par les scientifiques et tu es allé à leur rencontre. Là, dans ce film, que donc j'invite nos auditrices et auditeurs à regarder, soit le 8 octobre, soit en ligne sur arte.tv parce qu'on voit vraiment, donc tu les suis et puis on voit surtout des tests, médicaux qui sont, faits avant et après les bains de forêt donc et ça, c'est super intéressant. Ça fait baisser la tension artérielle, fait baisser la fréquence cardiaque, donc le Mmh. stress. Ils font augmenter le taux des natural killers. Ouais, C'est c'est passionnant. ça. Bah, les natural killers, ce sont des cellules, hein, que nous avons Mmh. tous, qui appartiennent à l'immunité innée, donc qu'on a tous à notre naissance, dont le rôle, c'est les gendarmes, hein, du corps. Elles se baladent dans le sang en permanence et elles détectent les cellules soit cancéreuses, soit infectées. Et elles dégagent leurs granules dégagent des substances toxiques et qui vont donc détruire les cellules suspectes. Et on appelle ce mécanisme l'apoptose. En fait, c'est le suicide organisé des, des cellules, voilà, Qui nous suspectes, menace. voilà, qui nous Mmh. menacent. Et donc, bah, quand l'apoptose ne marche plus, là, c'est un problème, c'est-à-dire que c'est un cancer, hein, ça. Et
bah, il a démontré enfin, ils sont plusieurs à avoir démontré, moi celui que j'ai interviewé, c'est l'un des fondateurs de la sylvothérapie, que quand on fait donc une marche en forêt, un bain de forêt, en marchant, il s'agit pas de courir ni rien, il faut marcher au contraire, lentement, enfin lentement, voilà, pas faire de on n'est pas là pour faire une performance physique, on est plutôt là pour, marcher 3, 4 heures, 5 heures en écoutant, en vraiment essayer de s'immerger dans la forêt par tous les En sens, quoi. profitant. En fait, en profitant, voilà, donc il a montré que ces bains de forêt, font augmenter l'activité et le nombre des natural killers, des NK et des protéines anticancer, hein, on appelle ça aussi, voilà et effectivement, ça a une activité sur le système nerveux central, ça réduit le stress, donc ça a vraiment beaucoup et c'est bon pour la enfin, c'est un rôle préventif contre l'asthme et les maladies respiratoires et l'eczéma aussi, voilà et l'une des explications, c'est, aussi ce qu'on appelle les phytoncides, qui sont des substances chimiques qu'émettent les arbres pour se protéger de leurs agresseurs, en fait, ça peut être des bactéries, des virus ou des champignons Oui. et qu'on retrouve dans plein de légumes, hein, l'ail a une odeur particulière, bah, c'est un phytoncide, en fait, voilà et ces phytoncides, notamment, heu, de cèdre ou de cyprès, c'est-à-dire de conifères, ont une fonction extrêmement bénéfique, heu, pour tout le système immunitaire et alors ils sont en train d'essayer de comprendre les mécanismes. Ils ont fait aussi des études avec des huiles essentielles de cyprès ou de cèdre, qu'on diffuse dans une chambre, Oui. voilà la nuit pour voir si l'impact sur, les différents paramètres de l'immunité, y compris les natural killers. Ils ont constaté que ça avait aussi un effet très, Mmh. très bon, sous forme d'huile essentielle. Donc voilà, on voit quand même enfin, on voit qu'en fait la nature, avec toutes ses composantes, les arbres, les plantes, les animaux, enfin les aliments aussi, enfin les plantes qu'on mange, tout ça, eh bien, évidemment, ça a un impact très important sur notre, santé, sur notre métabolisme et quand on a coupé ce rapport-là, ce contact-là, eh bien, c'est là qu'il y a des maladies. En fait, on comprend vraiment bien, hein, à travers toutes ces études scientifiques, qui sont vraiment passionnantes, eh bien les mécanismes à l'œuvre, quoi. Oui, donc les aliments non transformés au maximum et Ouais, bio au maximum. ouais, tout à fait. Alors Tari, Aatela, allergologue, lui dit une phrase, très percutante qui devrait, donc nous réveiller, je trouve. Il dit que: «Tout indique donc que ce qu'on appelle les maladies de la civilisation ont leur origine dans ce déficit de nature. Que, alors, les maladies inflammatoires de l'intestin, le diabète, l'obésité, les troubles mentaux, la dépression, le cancer et la maladie d'Alzheimer partagent toutes les mêmes caractéristiques. Il y a 3 points. Alors, une dysbiose microbienne, un déséquilibre immunitaire et une inflammation chronique. Alors, il faut regarder le documentaire pour comprendre comment aujourd'hui les études et les scientifiques, d'un peu partout dans le monde se recroisent et convergent vers ce constat qui est à la fois, dramatique vu l'ampleur de toutes les maladies en fait, qui sont concernées et en même temps, c'est aussi porteur d'espoir je trouve parce que ces constats réalisés par les chercheurs ont d'énormes incidences politiques. Leurs études ont prouvé que la protection de la biodiversité végétale, animale et microbienne est indispensable pour protéger la santé, publique. Il faut Mmh. donc impérativement et de toute urgence des actions. Tous ces scientifiques souhaiteraient, par exemple, que nos responsables politiques améliorent le contact des enfants avec la nature, notamment en ville. Est-ce que donc, par exemple, les végétaliser les cours d'école, on vient d'en parler. Est-ce que les résultats de ces études, par rapport aux politiques et avant qu'on voit des effets dans nos vies, nous citoyens là, est-ce que les résultats de ces études restent encore confidentiels ou est-ce qu'elles déclenchent les prises de conscience et l'impact attendu auprès de toutes celles et tous ceux qui ont les moyens aujourd'hui d'améliorer les choses? Non, mais en fait, elles sont pas connues du tout ces études. C'est que déplorent même les scientifiques eux-mêmes, hein. Heu, pour l'étude Patur, dont on a parlé, 20 ans d'études, 60 publications, Dominique Vuitton, qui est membre de l'Académie de médecine, immunologue, dit, et regrette au Parlement européen, il dit, «C'est incroyable parce que» mais en fait, moi, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on comprend très clairement à travers toutes ces études qui sont vraiment très, très cohérentes, ça donne vraiment du sens. On comprend pour ce qui s'est passé depuis 50 ans.
Pourquoi dans toutes les familles, il y a des enfants qui sont allergiques au gluten, au lactose, je sais pas quoi, aux acariens, des trucs complètement inimaginables, moi, quand j'étais petite. Enfin, c'est incroyable, quoi. Enfin, et les conclusions, c'est toujours la même chose. C'est comme pour la fabrique des pandémies, c'est comme pour quand j'ai fait notre poison quotidien. Il faut revoir le modèle agricole, il faut encourager l'agriculture biologique, il faut manger bio dans toutes les cantines, il faut rendre accessibles ces aliments bio à toutes les familles, il faut repenser l'aménagement urbain, il faut arrêter de bétonner, faire des autoroutes, enfin, etc., etc., etc. Donc, d'arracher les arbres, et de polluer l'eau, enfin, Accompagner et les agriculteurs pour un changement de modèle agricole. donc Mmh. on en revient toujours à la même conclusion, évidemment, et ça serait aussi bon pour le climat, du coup. Voilà, c'est exactement ce que je disais déjà pour la fabrique des pandémies, bah, c'est là exactement la même chose pour, évidemment, vivre les microbes. Et pour l'obésité, c'est assez frappant parce qu'on entend encore là régulièrement, récemment, j'entendais je sais même plus son nom, enfin, un professeur qui disait, les obèses, mangent trop de sucre. Si c'était que ça, bah, dans mon livre, j'ai interviewé Karine Clément, qui était la conseillère scientifique du film, qui travaille à l'INSERM, et est spécialiste de l'obésité, et, et notamment à la Salpêtrière. Elle racontait à la Pitié-Salpêtrière. Elle dit, mais rendez-vous compte, nous avons, il traite les cas les plus sévères d'obésité en France. Hein, c'est vers son service que ces malades sont Orienté. envoyés. Elle dit, nous avons toutes les semaines plusieurs personnes qui font plus de 250 kilos. Vous vous rendez compte, si c'est uniquement parce qu'ils mangent trop de sucre, ça n'a pas de sens. Ou alors de dire ils font pas assez d'exercice, il se passe autre chose. On peut pas tenir obèse à 250 kilos s'il n'y a pas un dysfonctionnement majeur. Et évidemment que manger trop de sucre, c'est pas bon pour la santé. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que il faut revoir l'origine. L'origine, c'est ce dysfonctionnement du microbiote qui est dû à tout ce mode de vie aseptisé, bétonné, avec des aliments de l'agriculture industrielle qui sont vraiment très mauvais pour le microbiote. Vous verrez dans mon livre, j'ai plus de détails, hein, parce qu'ils cherchent beaucoup en ce moment, les chercheurs en liaison avec le microbiote. Ils ont pris par exemple le glyphosate, qui est un sujet que je connais bien, Mmh. hein, donc Oui. j'ai vécu avec le Roundup, Mmh. dont nous sommes tous imprégnés parce qu'elle est partout. Je veux dire imprégnés, nous, nos Oui, corps. oui. Alors c'est très inquiétant parce qu'évidemment le glyphosate, Monsanto avait obtenu un brevet parce que c'est un antibiotique à large spectre, voilà. Mais ils ont démontré que des résidus de glyphosate, dans l'intestin, exterminaient une certaine famille de bactéries et que c'était pas bon du tout. Le bisphénol A, autre matière que je connais très bien quand j'avais fait notre poison quotidien, lui, le bisphénol A, les résidus qu'on a tous aussi, flingue, si j'ose dire, d'autres communautés de bactéries. Et puis le E, je sais plus quoi, émulsifiant, pomme, d'autres bactéries. Et on se rend compte, on comprend pourquoi tous ces assauts-là, alors les manques dans l'environnement, plus tous ces assauts chimiques qui vont avoir un impact sur nos microbes, quoi. Eh bien, on se retrouve avec des intestins absolument très pauvres, quoi. Et du coup, plein de fonctions qu'on ne peut plus faire parce que ces bactéries, elles occupent un rôle dans notre organisme. Si elles sont pas là, le boulot n'est pas fait, excusez-moi Oui, oui, l'expression, oui. mais voilà. Et on comprend qu'il y a toutes ces pathologies chroniques, inflammatoires qui se développent partout en ce moment, quoi. Donc, ça veut dire revoir le modèle agricole, ça veut dire, enfin, vous voyez, on en revient toujours à la même conclusion. Donc, pour l'instant, c'est pas le chemin qu'on prend, hein, c'est moins compliqué, hein. Mais quelqu'un comme ce professeur-là qui dit, c'est le sucre, moi je me pose toujours la question, c'est peut-être bêtement, mais quand, quelqu'un il dit ça lui, est-ce que c'est un manque de c'est parce pourquoi il n'a pas les mises à jour? Pourquoi il n'a pas ses études en tête? Est-ce que c'est une forme de paresse intellectuelle et qu'une fois qu'on est installé, qu'on travaille, que tout ça ou de disponibilité, hein, ça peut être un des problèmes aussi, on sait que les médecins travaillent beaucoup et tout ça. Est-ce que c'est des problèmes d'information, l'information n'arrive pas à eux ou eux-mêmes n'ont pas assez ne vont pas chercher l'information? Je Comment ça pense se fait que qu'il y a ça plusieurs choses, mais après il y a la spécialisation, en médecine avec, chacun est dans son silo, sa oui, oui, oui. spécialité. Heu, je me rappelle quand je travaillais sur les perturbateurs endocriniens, il y avait toute une classe de médecins qui résistaient à l'idée que les faibles doses peuvent être plus dangereuses pour certains types de molécules, notamment les hormones de synthèse, que les fortes doses. Ça rentrait pas dans leur, mental quoi, catégorie quoi. Et là aujourd'hui, c'est pareil. Moi, la plupart des scientifiques qui sont dans mon film, ils m'ont dit: «Vous savez que nous, quand on a commencé la médecine, on nous a dit: "Les microbes, c'est dangereux, dangereux, il faut tous les exterminer"».
Alors que maintenant on dise: «Ah bah non, 99 et voire plus sont indispensables à la vie». Il y a une minorité qui peut être dangereuse, mais elle est d'autant plus qu'il y a pas assez de bons pour nous protéger. Oui, Mais c'est une révolution. On sort de 100 ans de pasteurisme à fond les manettes là. C'est une révolution. Donc, et tout ce qui est recherche sur le microbiote, ça fait sourire certains mandarins qui sont dans leur discipline et qui se disent: «Histoire de microbes, c'est quoi?» Enfin, bon après il faut avoir la volonté parce que c'est complexe, les expertises sont de plus en plus pointues et cetera. Donc il faut avoir le courage de s'intéresser à d'autres, domaines de recherche, ouais, quoi, hein. Mais c'est comme quand moi je donnerai pas de nom, mais j'ai interviewé un allergologue réputé en France qui continue de dire que la cause majeure de l'explosion de l'asthme et des allergies respiratoires, c'est la pollution, alors que c'est absolument faux. Mais il veut pas rentrer du tout, cette histoire de microbes, de voilà. Mais faut dire quand même que moi, vraiment, en travaillant ces 2 dernières années sur les microbes, j'ai véritablement compris que ce qui était en cours, c'est une vraie révolution scientifique, y compris en termes médical. Tous ces microbes qu'on découvre partout, dans nos corps, la liaison avec les microbes de l'environnement, enfin, et cetera, c'est absolument inouï et ça ouvre des perspectives en termes de, y compris thérapeutiques, hein. On voit dans le film oui, d'ailleurs, oui. hein, faire des probiotiques spécialisés, personnalisés pour corriger des déficits microbiens de l'intestin, pour soigner des maladies, enfin, et cetera, et cetera. Mais quand même, le message, c'est aussi de se dire, bah, il faudrait faire en sorte que nos enfants arrêtent de tomber malades, enfin, et d'avoir des maladies chroniques. Et ça, ben, il y a plein de recommandations qui sont faites, hein. Et si nos anciens pouvaient avoir un peu nos parents un peu moins de maladies de démence aussi, Mmh, ça serait bien aussi. C'est mmh. quand même terrible. Avant que les résultats arrivent, il y a beaucoup de gens malheureusement qui subissent les conséquences et puis, le temps passe. Bon, on espère que tout ce travail, mais ce qui est bien, c'est que quand même, on a vu avec ton travail, avec Le Monde selon Monsanto, entre autres, que ça a de l'impact, ça n'est pas inutile. Il y a des choses qu'on peut faire bouger, des mentalités qu'on peut faire bouger. Il y a Mmh. aujourd'hui de plus en plus enfin de plus en plus, je sais pas, mais moi j'en suis de plus en plus, en tout cas d'ONG aussi qui se battent et qui arrivent à faire bouger des lois. Ça demande une énergie folle et c'est souvent David contre Goliath, mais ça reste possible, et ça reste nécessaire. Donc, c'est important des films, des livres comme ça, non seulement de les regarder, mais aussi d'en parler autour de soi, d'envoyer les liens à vous qui nous écoutez, quand vous aurez regardé le film, envoyez donc les liens ou partagez sur les réseaux sociaux pour que un maximum de personnes qui ne sont pas forcément déjà sensibilisées rentrent un petit peu dans ces explications qui sont très accessibles dans le film. Alors une dernière question un peu longue avant de presque terminer. Michael Wagner, donc microbiologiste à l'université de Vienne en Autriche, dirige un pôle de recherche de 30 chercheurs et 8 instituts scientifiques et un vaste programme intitulé Les microbiomes dirige la santé planétaire. Il affirme la biodiversité animale, végétale et microbienne constitue le pilier de la santé planétaire. Et là, je rebondis sur ton livre, Vive les microbes, page 206, où tu racontes le concept de santé planétaire a été lancé officiellement en novembre 2015 lors de la publication dans le magazine britannique The Lancet d'un rapport rédigé par 22 chercheurs internationaux qui ont épluché la littérature scientifique afin de concevoir une vision holistique de la santé qui permet de reconnecter la santé des écosystèmes, des animaux sauvages et domestiques et des humains en tenant compte des grands problèmes auxquels l'humanité est confrontée, comme le dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité, l'explosion des inégalités ou la généralisation de la pollution de l'air, des sols, de l'eau ou des aliments, qui entraîne une explosion des maladies chroniques. Ainsi, comme tu dis, comme l'a expliqué Andrew Haynes, le coordinateur de cette étude titanesque. Alors, ce concept qui m'avait déjà tellement enthousiasmé dans la fabrique des pandémies, puisque j'avouais humblement que je ne le connaissais pas avant, ce concept de santé planétaire, il est mis en pratique comment et est-ce que ça avance, ça aussi, depuis 2015? Que moi, je trouve que c'est quand même, en tout cas, moi, ça me donne beaucoup d'espoir, cette nouvelle vision et ces personnes qui se sont réunies déjà. Je crois qu'il y a une branche de l'ONU qui a mis en place un programme en réunissant des personnes qui vont travailler dans cet objectif-là. Est-ce que tu sais un petit peu le concept de santé planétaire? Est-ce qu'on Alors, peut lui il y a faire 2 confiance pour nous faire bouger un peu les choses?
Il y a 2 concepts, hein. Celui dont tu parles pour l'ONU, c'est plutôt One Ah, Health, une seule santé. d'accord. Bon, voilà. Moi, je préfère le concept de santé planétaire parce que c'est plus vaste et plus large OK. qu'une seule santé, parce que ça inclut, bah, le dérèglement climatique, Mmh. évidem enfin, parce qu'en fait, tout est lié, hein, et donc toute la santé des organismes sur cette planète est en interaction avec, les Mmh écosystèmes, mh. le climat et cetera. Alors, Tari Atela en Finlande, par exemple, se revendique clairement de ce concept de santé planétaire parce que lui, il dit qu'il n'a pu résoudre cette énigme de l'asthme et des allergies que parce qu'il a travaillé avec, il est sorti de sa spécialité d'allergologue en travaillant avec un écologue d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'il en l'écologue, eh ben, il est allé voir, qu'est-ce qu'il y a comme végétation autour des maisons des enfants, et quelle est la différence des 2 côtés de la frontière. Et là, il a constaté que quand les enfants vivaient avec plein d'arbres autour, hein, et cetera, et différents types de plantes, et cetera, eh bien, ça les protégeait de l'asthme et des allergies. Bon, et donc lui, il dit: «Il faut absolument qu'on sorte de notre logique de silo», justement, dont on a parlé tout à Ouais, l'heure, pour, trouver des solutions ensemble parce que ce sont des problèmes complexes, mais qui mobilisent plein de connaissances différentes qui sont complémentaires. ouais. Voilà. Alors en France, il y a une branche francophone de santé planétaire, hein, qui regroupe la Suisse aussi, la Belgique, et ils essaient de plus en plus de faire de l'information à destination du personnel de Mmh. santé, pour qu'ils rentrent dans cette vision holistique de la santé. Oui, Voilà. Et donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire, hein. oui. C'est-à-dire que c'est y compris dans le milieu médical qu'il faut, rien que pour les microbes, par exemple, c'est absolument impressionnant de voir, que toutes ces études ne sont pas connues. Voilà. Ouais. En tout cas, la biodiversité, c'est le pilier de la santé. Et donc, moi, pour finir, j'aimerais bien qu'on dise un petit mot sur mon livre, Ces animaux qui nous Oui, protègent, parce que alors c'est un très justement, beau parce livre. qu'on retrouve les beaux dessins de Valentine Plessis déjà présents dans La Fabrique des pandémies et je crois que vous avez travaillé aussi sur d'autres choses ensemble. En fait, Valentine Plessis, elle a fait ces magnifiques dessins qui étaient dans le film La Fabrique des pandémies. C'est une illustratrice Oui. extraordinaire, hein. Hem Et pour la Vie des microbes, je lui ai demandé aussi: «Est-ce que tu pourrais faire des microbes cette fois?» Elle m'a dit: «Ah, j'ai jamais fait moi». Elle a fait aussi des microbes, et finalement, on s'est dit, bah, en voyant ces dessins magnifiques, j'ai dit: «Il faut faire un livre, un beau livre», donc c'est un beau livre, illustré avec les dessins de Valentine, qui s'appelle «Ces animaux qui nous protègent», avec une préface de Bruno David, l'ancien président du muséum, et une postface d'Isabelle Autissier, où, en fait, parce que moi j'ai fait les textes, mais l'idée c'est de montrer, bah, pourquoi ils nous protègent ces animaux, hein, parce que on pourrait, bah, parce que s'ils disparaissent, eh bien, c'est pas bon pour nous, quoi. En fait, il y a 4 chapitres. C'est des textes courts, hein, mais toujours avec ces magnifiques dessins. On comprend dans le premier chapitre enfin, toute la grande diversité des animaux. Par exemple, pourquoi est-ce que le toucan a un grand bec? Ah ben, je ne vous donne pas la réponse, elle est dans le livre. Voilà. Plein de choses, on découvre comment ces animaux sont adaptés à leur milieu, ont développé des stratégies incroyables. Enfin, voilà. Deuxième chapitre, c'est tous les services écosystémiques qui rendent à la chaîne du vivant. C'est magnifique. Ils jouent tous un rôle, mais un rôle dans le sens aussi quasiment symbiotique parfois, hein, donc, et à nous les humains évidemment qui rendent plein de services, voilà. Troisième chapitre, c'est pourquoi ils disparaissent, quelles sont les activités humaines qui contribuent à leur extinction. Je rappelle qu'on parle d'un système d'extinction des espèces. Et quatrième chapitre, c'est pourquoi dans certains cas, certains peuvent être liés à des maladies. C'est un peu la fabrique des pandémies. Oui. Donc voilà, mais c'est un très beau livre, dans le sens, il est beau, et les dessins sont magnifiques, donc voilà, j'invite à le regarder. C'est un beau cadeau de Noël à faire. D'accord. Parce que j'ai pensé vraiment à la famille, en fait, ce bouquin, enfin la famille. On le laisse traîner sur une table de salon, on se balade dedans, on lit des textes, enfin voilà. Et puis je pense que si on veut bien protéger la biodiversité, il faut apprendre à la connaître parce qu'on ne protège bien que ce qu'on connaît Oui. et ce qu'on aime. Et vous verrez ces animaux, c'est absolument magnifique. Voilà. Bon et ben, voilà, donc on rappelle alors le livre «Vive les microbes, comment les microbiomes protègent la santé planétaire» de Marie-Monique Robin. Donc il est sorti le 26 septembre chez Arte Éditions et La Découverte, 220 pages. Je vais mettre le lien sur le site des libraires indépendants dans le descriptif du podcast. «Vive les microbes», le documentaire de Marie-Monique Robin à voir le 8 octobre, donc mardi 8 octobre 2024 à 20h55 et il est déjà visible sur arte.tv. Je vais aussi mettre le lien. Donc jusqu'au 5 janvier
2025. Est-ce qu'il y a d'autres choses à annoncer? Les projections débat, parce que je sais que tu fais des projections débat, énormément de projections débat. Tu vas beaucoup à la rencontre du public, discuter, croiser le fer avec ceux qui sont déjà acquis à la cause, ceux qui ne le sont pas encore. Ça va continuer ou là, il y en Oui, a eu alors beaucoup on en a avant-première? Oui. beaucoup de demandes, ce qui est assez surprenant parce que comme tu l'as dit, ce film va être, libre d'accès sur Oui. Ah bah, oui, pendant mais 6 tu mois seras sur pas là. voilà et là, moi j'ai déjà fait 30 avant-premières et sur notre site m2rfilm.com, il y a toute la liste des projections débats, qu'on va donc évidemment mettre à Je vais jour. mettre le lien aussi. On pourra pas aller moi je pourrais pas aller partout, partout parce que sinon c'est voilà et il y a beaucoup de demandes parce que ça concerne tout le monde, hein, bien sûr, tout le monde se sent concerné, ouais, ouais. Un grand merci Marie-Monique, c'est toujours un plaisir, de découvrir ton travail et de discuter, pour en savoir plus un petit peu sur, comment, tout ça se fait, se crée et puis sur ce que tu ressens en le faisant, aussi, tes surprises, tes interrogations, tes révoltes, parce qu'il y a des révoltes aussi toujours, sinon il y aurait pas tout ce travail, je pense. Donc un grand merci pour tout ça. C'est, je pense, un travail qui est toujours, aussi riche et utile et qui peut, aider, beaucoup de personnes aussi à se mettre en mouvement elles-mêmes comme, ton film Le Monde selon Monsanto, je l'avais dit, dans un autre, podcast parce que je parle souvent des personnes que j'ai déjà interviewées sur So Sweet Planet dans des podcasts d'autres personnes que j'interviewe sur So Sweet Planet et c'est vrai que moi, ça avait été un des éléments, fondateurs de ce que je fais aujourd'hui parce que ça fait prendre conscience aussi du rôle que l'on peut jouer parce qu'en fait, on peut s'emparer de ces sujets, on peut aider à faire connaître autour de nous. À l'époque, c'était, plus dans la dénonciation, maintenant tu es plus une, lanceuse d'avenir, je crois que c'était ça le terme que tu, préférais, adopter. Donc c'est une autre, façon de planter des petites graines, pour diffuser et contribuer à un monde meilleur et donc et bien, pour tout ça, merci beaucoup. Merci à toi, merci. Donc à bientôt, au À revoir, bientôt. Au merci, bonne revoir. continuation. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me mettre une bonne note sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. Ça, vous pouvez aussi le faire sur Spotify maintenant. So Sweet Planet, c'est un site et un podcast indépendant. Merci donc de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode.